Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc je croise les doigts pour ce live pour que je puisse le faire en entier sans être interrompue par les filles. Mais on va partir du principe que ça va le faire. Hein, c'est le bon moment. En fait, c'est parce que j'ai regardé le live de mon amie Sarah de Chanel Coaching hier qui disait qu'elle avait assisté, alors je sais plus si c'était à un webinar ou autre, enfin bon, et que en gros la personne disait que non, fallait pas faire de compromis dans la vie. Je ne sais plus pourquoi. Mais du coup, ça m'a interpellée. Et donc, Sarah partageait son expérience d'hier, son opinion, en disant que elle, pour le coup, dans la journée, elle avait fait des compromis. Donc ça me travaillait depuis hier. Et puis aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une autre amie qui, en fait, un des membres de sa famille est malade. Et donc elle a déménagé temporairement pour être présente à l'hôpital pour cette personne-là qui doit rester un certain temps, pour l'accompagner physiquement, moralement, à plein de niveaux, logistiquement, etc. Donc la question, c'est est-ce que c'est un compromis ou pas ? Du coup, je suis allée m'intéresser à la définition de compromis. Dernièrement, je m'intéresse beaucoup aux définitions, comme vous avez pu voir. Bonjour Virginie, bienvenue. Et donc, en fait, je me suis intéressée à la définition de compromis. Le compromis, c'est faire une concession vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, il y a plusieurs définitions, mais l'une des définitions dans le sens du compromis, comme nous on l'entend, c'est ça. Et du coup, je suis allée voir concession. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les définitions de concession, d'une certaine façon, ce qui est mis, c'est que c'est abandonner face à l'autre. Donc, dans ce sens-là, le mot abandonner peut avoir une connotation négative. Ce qui peut expliquer pourquoi le compromis est mal vu. Donc Virginie, pour te remettre dans le contexte, une amie, hier soir, si je dis pas de bêtises, Sarah a fait un live sur le compromis en disant qu'elle avait assisté à une masterclass ou je sais plus, un live, où une personne disait que non, fallait pas faire de compromis. Je voudrais pas faire de raccourci, je sais plus pourquoi, mais il y avait une histoire que c'était nier ses besoins ou pas se respecter probablement. Et que donc, mon amie partageait que elle, oui, elle avait fait des compromis dans sa journée. Et je disais qu'aujourd'hui, j'avais une amie dont un des membres familial a eu un pépin de santé et que donc elle avait décidé de déménager temporairement pour l'aider, que ce soit physiquement, psychologiquement et même logistiquement pour tout un tas de raisons. Donc, est-ce que c'est un compromis ? Et donc, l'idée, c'est de répondre à la question, est-ce qu'il faut faire des compromis ou pas ? Et je voulais vous partager mon point de vue qui est absolument pas définitif, qui est juste un partage de réflexion et je serais très intéressant de lire pour vous ce que vous en pensez. Donc c'est pour ça que j'ai juste repris les définitions du compromis parce que ça me paraît important. Donc le compromis, c'est faire une concession face à l'autre et la concession, finalement, il y a la notion d'abandon. Et donc effectivement, pour un certain nombre de personnes, la concession, si on l'associe à l'abandon, peut être vécue comme quelque chose de négatif. Ce qui est intéressant dans la concession, c'est que finalement, c'est céder face à l'autre. Et alors c'est là où en fait on peut jouer sur les mots ou les choses comme on les voit. C'est-à-dire, si je prends en compte, et là je vais vous partager 3 choses qui me paraissent fondamentales à prendre en compte dans nos relations, quand on réagit face à une situation, notamment au niveau familial, mais même amical, quand quelqu'un fait quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on aimerait qu'il fasse quelque chose qu'il ne fait pas. Et pour moi, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes. C'est de 1, est-ce que ma valeur de vie haute correspond à sa valeur de vie haute ? Donc je redéfinis juste ce que j'appelle valeur de vie. Je distingue les valeurs morales, le respect, la liberté, la bienveillance, etc. Des valeurs de vie qui sont qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la famille, le travail, moi-même, la santé, le sport ? Il y a 1000 possibilités. Que je distingue aussi des priorités. Pour moi, c'est vraiment encore autre chose, c'est vraiment une valeur. Je sais qu'il y en a d'autres pour qui ils appellent ça les priorités, mais moi, ça ne me parle pas, en tous les cas, dans mon vocabulaire. Donc, en fait, la première chose, c'est que quand je vais faire le compromis, est-ce que c'est vraiment un compromis ? Ou, la question que j'aurais envie de me poser, c'est est-ce que c'est prendre en compte la valeur de l'autre et se dire que elle peut coller avec ma valeur haute ou que ça va parmi mes valeurs et que je décide effectivement peut-être de laisser ma valeur haute à un second plan pour répondre à la valeur de l'autre. Ça peut être une première solution. Par exemple,
Si je reprends l'exemple de mon amie qui est partie temporairement, si elle était en couple, cette personne-là, son petit copain pourrait, imaginons, il a la valeur couple comme valeur numéro 1. Et elle, sa valeur numéro 1, à ma copine, c'est la famille. Ben lui, on pourrait dire que lui il fait un compromis en lui cédant de partir. Ou alors, sa valeur haute numéro 1 à lui, c'est le couple, mais sa valeur haute numéro 2, c'est la famille. Il dit, ok, le couple c'est important pour moi, mais j'ai la valeur famille qui est haute pour moi, et donc je comprends qu'elle y aille. Du coup, est-ce que c'est abandonner ou c'est juste comprendre le référentiel de l'autre? C'est le deuxième point. Donc on a les valeurs, on a le référentiel. C'est quoi le référentiel de l'autre? Qu'est-ce que je connais de l'autre? C'est quoi son histoire? Par quoi il est passé? Est-ce que ça peut expliquer? Et du coup, si on comprend le référentiel de l'autre, est-ce que ça veut dire qu'on abandonne pour autant le nôtre? Non, ça veut peut-être juste dire qu'à ce moment-là, on voit chez l'autre un besoin qui est plus important que le nôtre. Alors là, je prends des exemples un peu énormes, mais ça peut être, je sais pas, un truc beaucoup plus simple du style, est-ce que ce soir on sort? Et donc, s'il y en a un qui est fatigué, est-ce que sa valeur haute, c'est la santé ou pas, dans le ranking où elle est? Et c'est quoi son référentiel pour sortir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de la partie sociale? Est-ce qu'il n'en a pas besoin? Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Bienvenue Damota Coaching. Il y a tout un tas de critères qui vont rentrer en jeu. Donc en fait, ce qui me questionne ce soir, et j'ai pas la réponse, c'est ce que je vous ai dit, ma réflexion elle n'est pas définitive, c'est est-ce que c'est vraiment un compromis où on va céder et on va abandonner et donc du coup on va nier une part de nos besoins, on va nier... Bienvenue Lucie, merci d'avoir précisé. Parce qu'en fait parfois les pseudo Insta c'est... du coup je sais pas les prénoms quand je connais pas suffisamment, je plaide totalement coupable. Donc ravie de t'avoir parmi nous Lucie. En fait la question c'est donc est-ce que c'est un compromis, est-ce que je cède, est-ce que j'abandonne et donc je nie mes besoins, mes valeurs ou autres, ou en fait est-ce que tout simplement j'essaye de comprendre le référentiel et les valeurs de l'autre et je m'adapte à ses besoins à lui parce que ça peut coller avec les miens. Est-ce que c'est un compromis ou est-ce que c'est juste qu'on peut coller à nos valeurs respectives tout en respectant les besoins de l'autre? Et donc la dernière chose qui pour moi rentre en jeu dans le compromis, c'est les perceptions. Donc c'est l'image qu'on prend souvent. Si je mets un 6 entre vous et moi et que vous êtes en face de moi, il y en a un qui va avoir un 6, il y en a un qui va avoir un 9. Est-ce qu'on ment? Non. Est-ce qu'on a raison tous les deux? Oui. Chacun a sa vérité. Donc en fait, le compromis, est-ce que plutôt qu'un abandon, c'est pas juste une acceptation de la perception, des valeurs de l'autre, du référentiel de l'autre et de ses besoins? Donc, du coup, je ne sais pas si pour moi un compromis dans le sens, on va dire, négatif, c'est par contre, dans le sens négatif, on va dire, c'est si je nie à un moment un besoin fondamental que j'ai et du coup, j'en viens à ne pas me respecter. Et là, pour le coup, ça me paraît pas forcément correct. Mais du coup, voilà, ce qui était interpellant, c'est que la personne, elle disait qu'il fallait carrément pas faire de compromis. Et je trouve qu'on peut nuancer et on peut, penser, ok, c'est quoi les valeurs de vie de l'autre? C'est quoi le référentiel de l'autre? C'est quoi ses perceptions? Et après, c'est juste, est-ce que ça colle ou pas avec les miennes? Et si ça colle pas, est-ce que j'ai envie de trouver un juste milieu? Est-ce que j'ai envie de comprendre ses besoins ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Donc, je sais pas, Virginie et Lucie. Alors, Lucie, t'es arrivée en cours. Je sais pas si c'est clair du coup. Si vous avez envie de me partager votre avis vis-à-vis des compromis ou pas, est-ce que du coup on avait deux opinions à la base, on avait une personne qui disait non, faut pas faire de compromis, c'est nier ses besoins, on avait mon amie Sarah qui nous donnait l'exemple que elle est tombée sur ce live où la personne parlait de ça, mais que par exemple hier dans sa journée elle avait fait des compromis notamment vis-à-vis de son couple, etc. Donc du coup ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a toujours un décalage avec les commentaires, donc du coup c'est un peu galère pour les lives. Et en plus je crois que parce que je vois que quelqu'un est arrivé, j'ai bien peur de ne plus voir les commentaires. Mettez-moi des cœurs comme ça je peux voir si je vois vos réactions. Ça me permettra de voir vos réactions. Enfin voilà, la réflexion que je voulais vous partager, c'est que du coup en fait je pense qu'au terme de compromis on associe le mot concession qui donne l'idée d'un abandon. Mais est-ce que c'est vraiment un abandon ou alors est-ce que c'est un enrichissement? C'est-à-dire si moi j'ai rempli mes besoins, j'ai vu les cœurs, c'est pour ça que j'ai souri, merci, je sais que ça marche. Si moi
bah, j'ai rempli mon réservoir, j'ai rempli mes valeurs de vie en commençant par en haut, je suis claire sur mon référentiel, je suis claire sur mes perceptions, bah, je décide d'accepter ou pas celle de l'autre. Est-ce que je les accepte dans ma vie? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est un abandon ou un enrichissement? C'est une question de choix. Et on en revient, qu'est-ce que je choisis? Et du coup, je peux choisir de vivre le compromis comme un enrichissement finalement parce que je vais découvrir une situation qui correspondrait peut-être pas à ces 3 choses dont je vous ai parlé qui pour moi sont importantes, qui sont mes valeurs de vie ou ma valeur de vie la plus haute, mon référentiel, mon histoire, d'où je viens, et mes perceptions du moment. Parce qu'il faut bien penser que tout est transformable en fait. Donc du coup, je sais pas, voilà, c'était un peu ça m'a interpellée. C'est la première fois que je participe. Merci beaucoup Virginie. En fait, c'est vrai que ça m'a interpellée cette idée de dire, ça m'a même choquée pour être honnête, de dire non, on fait pas de compromis, c'est nier ses besoins. Je suis pas sûre que ce soit forcément nier ses besoins. Ça dépend vraiment quel focus, quelle perception justement on décide d'avoir de cette situation-là. Et donc, pour reprendre la situation de mon amie qui a décidé de déménager temporairement, si jamais elle était en couple, bah, son copain, il peut décider par empathie, que bah, ça correspond aux valeurs hautes de ma copine, ça correspond à son référentiel parce qu'elle s'est toujours occupée des personnes de sa famille, ça correspond à la perception qu'il a d'elle parce qu'il l'a toujours vu faire ça. Ça correspond pas forcément à ses perceptions ou son référentiel dans le sens où lui le ferait peut-être pas pour sa famille. Peut-être que ça peut lui donner envie, peut-être que ça peut l'inspirer, peut-être que... Et donc du coup, voilà, comment on le transforme et finalement est-ce que c'est pas enrichissant? Alors Virginie, les compromis sont pour moi obligatoires quand on est investi pour l'autre. Tout dépend le contexte pro-perso. Dans le perso, il est plus facile, je pense, d'aller vers une affirmation de soi et par voie de connaissance, un équilibre. Du coup, t'es pro, le compromis arrive plus souvent. En fait, pour moi, je crois qu'il n'y a rien d'obligatoire. Parce que tout est choix. C'est-à-dire, à chaque fois que je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Et inversement. C'est-à-dire, faire un choix, c'est renoncer à autre chose. Bienvenue, je suis désolée si je l'ai mal dit. En fait, je pense que en fait, c'est un choix qu'on fait. C'est pas une obligation. Ça devient une obligation, et encore si on nous met un pistolet sur la tête. Mais si on y réfléchit bien, si on nous met un pistolet sur la tête, on choisit la vie ou la mort à ce moment-là. Alors on est sur des activateurs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Ça peut paraître un peu... Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, il y en a que ça va remuer ce que je dis. Mais en fait, je pense que le compromis, c'est un choix. On choisit de le faire ou pas. Parce que tu dis, quand on a investi pour les autres, on peut être très investi pour les autres, mais c'est pas pour autant que on doit s'oublier ou ne pas prendre soin de soi ou ne pas remplir ses besoins. Ça va vraiment dépendre du contexte. Effectivement, c'est là où je rejoins Lucie, qui nous dit tout dépend du contexte. Et effectivement, dans le perso, je pense que c'est probablement plus facile d'aller vers une affirmation de soi que dans le pro où... Alors, je rejoins le dernier commentaire de Virginie qui parle d'obligation morale. Du coup, Virginie, est-ce que tu peux préciser si tu parles dans les deux contextes, perso-pro ou juste perso? On le fait sans s'en rendre compte. Alors, en fait, effectivement, oui. Il y a une partie qu'on va faire sans s'en rendre compte, mais à un moment, on peut s'en rendre compte, décider de le conscientiser, et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, du coup, pour finir sur le commentaire de Lucie, je pense que c'est effectivement plus facile de s'affirmer. En fait, ça m'interpelle ce que tu dis, Lucie, parce que je me rends compte que depuis que je me valorise, depuis que je suis vraiment consciente de ma valeur et de l'estime de moi qui a monté et qui est forte, quand tu dis... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est plus facile dans le perso de s'affirmer, mais finalement, depuis que j'ai travaillé sur moi, que j'ai passé un certain cap d'estime de moi, je me rends compte que je m'affirme autant dans le boulot que dans la vie perso, mais vraiment à manière égale.
Donc du coup, ça m'interpelle. C'est pour ça que j'ai un peu bloqué. Ça serait intéressant, Lucie, si tu es toujours là et si tu peux, parce que je vois des déconnexions, donc je sais pas si c'est un problème de réseau. Qu'est-ce que tu entends dans le sens où tu dis le compromis dans le travail arrive plus souvent? Parce que par exemple, moi j'ai eu l'occasion dans le travail de faire des compromis, mais où par exemple j'ai emmené mes enfants au travail. Donc dans ces cas-là, c'est un compromis à ma faveur, mais c'est ça où je viens pas. Ouais, ça m'intéresserait peut-être que tu précises un peu en espérant que je puisse continuer le live parce que je viens d'entendre une de mes filles. Virginie, tu précises perso. Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu précises dans le perso la valeur morale, tu te sens obligée. Est-ce que c'est le côté l'envie de rendre des comptes parce que si c'est la famille, on doit tous être là les uns pour les autres, c'est un peu ces croyances familiales qu'on peut avoir. Est-ce que ça peut faire écho à ça? Alors Lucie, la définition et la convention par laquelle on recourt par l'arbitrage d'un tiers. Donc si un compromis est selon l'arbitrage d'un tiers, donc j'imagine qu'il manque la fin du commentaire. Virginie, tu nous dis oui, c'est ça, tu te sens obligée de rendre compte parce que c'est la famille et ça a trait à toutes les croyances qu'on peut avoir d'histoire familiale qui font que du coup on va se sentir redevable. Je pense que, dis-moi si le terme de redevable te parle ou pas. Et je vais attendre le commentaire de Lucie. Donc de ce que je comprends de ce que dit Lucie, c'est qu'en fait, si la définition de compromis, c'est la convention par laquelle on a recours à l'arbitrage d'un tiers, effectivement, la première définition du compromis, c'est un tiers qui tranche. Et je pense qu'il manque la fin. Alors en fait, si à un moment le compromis, c'est un tiers qui tranche, entre guillemets, je considère dans mes perceptions, mes valeurs, mon référentiel, que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc à ce moment-là, pour moi, ce compromis devient un événement. Et donc la seule chose que je contrôle face à cet événement, c'est l'attitude que je vais avoir face à ça. Quand c'est quelque chose que je ne contrôle plus, je pars du principe que c'est un événement et donc ça ne m'appartient plus. La seule chose qui m'appartient, c'est l'attitude avec laquelle je vais réagir face à ça, le comportement que je vais avoir, les choix que je vais faire moi, de pensée, d'action, de tout, par rapport à cet événement-là. Ça se transforme en événement en fait. Si le tiers tranche, comment trouver son équilibre? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que, alors en fait, je dirais c'est si le tiers il tranche. Alors ça a peut-être été un peu réducteur. Est-ce que ça te convient ou pas? Ça te convient? Bah très bien, on continue. Ça te convient pas? Est-ce que tu décides de céder parce que ça vient nourrir des peurs de perte d'emploi ou etc. Parce que là on parle du domaine pro. Est-ce que ça vient... Du coup tu décides de céder parce que ça vient nourrir des peurs, de manque, d'argent, etc. Ou est-ce que tu décides de te choisir? Ça dépend. Effectivement, là, on va rentrer dans les 3 choses dont je parlais. C'est quoi les valeurs de vie? Une valeur de vie, ça peut être la sécurité. Si c'est la sécurité, dans le compromis, je vais avoir tendance, du coup, à céder si c'est par un tiers. Parce que je vais chercher la sécurité, je vais avoir trop peur de l'abandon de l'emploi. Mais c'est quel est mon référentiel? Quelles sont les expériences que j'ai eues? Est-ce que dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui ont été licenciés parce qu'ils n'ont pas cédé, etc. Et c'est quelle perception j'ai en fait de la situation? Si j'ai la perception que je ne peux rien faire et que je n'ai pas le choix, alors dans ces cas-là, je suis bloquée. Par contre, si j'ai la perception que j'ai une possibilité de choix, si la décision du tiers ne me convient pas, je peux dire oui ou je peux dire non. Et si je dis non, ça ne me convient pas, chercher un autre compromis, proposer un autre compromis. Alors si c'est la justice, c'est différent, parce que là, le compromis, on va les peser, il n'y a pas à tergiverser. Mais si c'est au sein d'une entreprise, on va dire, soit là... Et en fait, j'ai toujours le choix de comment moi, je vais accepter ou réagir face à ça. Est-ce que je vais continuer de me battre? Est-ce que je vais continuer de discuter? Ou est-ce que je vais arrêter? Je vais laisser. Alors, du côté pro, j'ai des droits ainsi que des devoirs au regard de mon contrat de travail. À moi de choisir exactement. C'est exactement ça, Lucie. À moi de choisir si cela me convient ou pas, et donc de démissionner si vraiment ça ne me convient pas, ou alors de continuer à chercher un compromis. Vous allez bientôt découvrir. Je suis dans un nouveau projet, mais j'attends que ça se fasse officiel sur les réseaux sociaux. Je peux vous jurer qu'on a fait des compromis, mais qui servent à tout le monde. Et donc, en fait, c'était enrichissant. C'était pas... En fait, ce qui m'a interpellée en regardant les définitions de compromis et du coup de concession, c'était cette notion d'abondant qui, du coup, je pense, colle au compromis une image péjorative. Ça serait intéressant que vous me disiez si pour vous, le compromis, c'est péjoratif ou pas. D'ailleurs, du coup, je vais boire un coup d'eau.
Ouais, ce serait intéressant de voir si c'est péjoratif pour vous ou pas, si vous l'associez à quelque chose de péjoratif. Je partage ce que tu dis par rapport à la notion de sécurité, mais c'est la loose dans la résistance au changement. C'est-à-dire, dis-moi si j'ai bien compris, Lucie. Coucou Audrey, bienvenue. Dans la résistance au changement, c'est-à-dire que si la sécurité c'est une de tes valeurs hautes, tu vas avoir des résistances au changement. Mais est-ce que cette résistance au changement, elle est palliée à des peurs, des croyances limitantes? Et si non, eh ben, est-ce que c'est quelque chose d'acquis, un espèce de pacte familial, un pacte familial de sécurité parce que tes parents toute leur vie, et donc est-ce que tu décides de travailler dessus? Ou est-ce que c'est donc, tu dis oui, oui c'est lié à des... Je vous expliquerai après pourquoi j'ai rigolé. Oui c'est lié à des croyances et des peurs. Ok, je vais travailler sur ces croyances et ces peurs pour les démonter ou les modifier. Et donc, progressivement, ma résistance au changement, elle va diminuer. Donc je rigolais parce que Lucie me mettait désolée pour les phrases non terminées. Parce que pour l'interprétation, j'avoue, c'est pas forcément évident. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et pour la résistance au changement, il y a un autre truc qui peut aider, qui est de faire des petites sorties de zone de confort. C'est-à-dire, je pense à la personne que j'étais moi dans le passé, et je pense que je ne suis pas la seule, qui dit toujours oui. Ben, c'est commencer par le premier nom, mais c'est pas obligé d'être un nom énorme, ça peut être un tout petit nom. Je me souviens, mon premier nom, un de mes premiers noms, j'ai refusé de sortir la chienne. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il faut bien penser que j'avais dit oui toute ma vie. Résistance au changement, pourquoi je vais dire non? Il y a un risque, j'ai une peur là quand même. Et en fait, je me souviens du nom et je me souviens de la tête de la personne en face, genre, j'y crois pas, elle m'a dit non. C'est une blague? Donc en fait, quand on a une résistance, quelle qu'elle soit, parce que finalement on pourrait dire que le timide, pour prendre un autre exemple, le timide il est résistant à parler, à prendre des risques, on va dire, en public, ça peut être de se dire ok, je vais faire un petit pas, je vais lever la main en cours, je vais parler à un inconnu, je vais demander mon chemin. Et donc si c'est au changement, je vais faire un petit changement. Un petit changement par exemple, je pense aux malades d'Alzheimer, ça peut être juste de changer une bougie de place chez vous. D'accord? C'est pas obligé. Et en fait, c'est la somme de petits pas qui va faire qu'on va finir par faire des pas de plus en plus grands. Je n'arrête pas de faire des petits pas. Et c'est de l'ordre du marathon. Alors exactement, c'est super intéressant ce que tu dis. J'espère que je pourrai vous passer des petits... récupérer ma vidéo de ma conférence de la journée de l'audace pour vous passer des petites scènes coupées. En fait, il y a une donnée dont j'ai pris conscience qu'on oublie souvent, c'est le temps. C'est-à-dire, c'est la loi de cause à effet. On sait tous que si on met en place des actions, on aura un résultat. C'est les petits pas. C'est tous quand on prend la nouvelle résolution en début d'année. Ouais, je vais aller au gymnase, c'est bon pour la santé, opération bikini, oh, je vais faire du sport, je vais être trop beau cet été, trop belle. On y va une semaine et on arrête. Pourquoi? Parce que, alors, on a fait des petits pas, ou alors on a fait un trop grand pas et on sait tous que c'est pas pareil de monter les escaliers 1 par 1 que 5 par 5. Donc en fait, on a fait un trop grand pas, donc on s'est cassé la figure et donc voilà. En fait, on oublie l'effet de temps. Et on oublie que c'est une donnée incontrôlable, c'est la loi de cause à effet. Et dans cette loi de cause à effet, il y a une donnée non contrôlable, le temps. Et donc, c'est de se dire, ok, tu me dis que tu étais à la journée de l'audace, Lucie, génial. Du coup, j'ai un gros blanc, je suis désolée, la loose. Mais j'ai vu tellement de monde ce jour-là, je dois avouer. Justement, en fait, c'est génial ce que tu partages parce que c'est exactement ça, c'est les petits pas, il faut se laisser le temps pour voir le résultat. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'on voit les résultats. Un exemple que je peux vous donner de petits pas que je fais moi et qui m'a permis le mieux de comprendre cette illustration de la variable du temps non contrôlable qui est en kikinant, soyons honnêtes, parce qu'on aimerait tous savoir quand est-ce qu'on va avoir les résultats, ou un minimum. En fait, donc, suite aux jumelles, j'ai une diastasis. C'est l'ouverture du grand droit, donc des muscles des abdominaux. Donc, c'est un trou béant, c'est-à-dire qu'au début, on pouvait mettre la main dedans. C'était très sympa. J'ai eu des grands moments de solitude avec mon corps. J'ai découvert mon anatomie, il n'y avait aucun problème. Je savais où était l'intestin. Et donc, j'ai mis en place une rééducation pour essayer d'éviter l'opération.
Et au début, donc j'ai commencé, pour que vous imaginiez, 15 jours après avoir accouché, j'ai commencé les premières séances d'esthétique pour la récupération des tissus pour désinflammer. Puis à 1 mois, quand les filles avaient 1 mois, j'ai commencé les séances de kiné. Donc ça fait 11 mois que je suis quasiment à une séance par jour en semaine, du lundi au vendredi, que ce soit entre l'esthétique ou la kiné physique. Et juste avant l'été, j'étais à 2 doigts de me dire, écoute, c'est pas suffisant, je vais me faire opérer. Je suis pas retournée suffisamment à quelque chose de suffisamment normal selon mes critères à moi pour mes enfants, de pouvoir prendre mon fils, de pouvoir faire une bagarre avec mon fils, que s'il faut, je me ferai opérer parce que c'est plus important pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, j'ai eu l'immense bonheur de découvrir que mon ventre était fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes ces petites choses que je ne pouvais pas faire avec mon fils, j'ai pu les faire. Genre, j'ai pu le tenir dans les vagues. Ça a été un moment pour moi. Alors pour vous, ça peut paraître anodin. Pour moi, je vous jure que c'était un monde de tenir mon fils dans les vagues. Parce que c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire. C'est-à-dire qu'avant, quand il me courait dessus pour me faire le bisou, je tombais parce que j'avais rien pour me retenir. Donc, la diastasis, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'elle est fermée? Non. Est-ce que je me suis fait opérer pour le moment? Non, c'est en stand-by, on va voir l'évolution. Mais aujourd'hui, c'est fonctionnel. Mais ça a mis 8 mois. 8 mois de petits pas. Et au début, c'était dur, dans le sens où j'avais tout de suite mal, j'avais des courbatures, etc. Mais voilà, j'y suis allée vraiment petit pas à petit pas. C'est pour ça que, Lucie, je t'invite vraiment à continuer et je serais ravie de savoir comment ça va évoluer pour toi. Parce que je suis convaincue que ça ne peut que finir par payer. La seule chose, c'est qu'il faut se souvenir de cette donnée infernale du temps qui vient nous titiller, mais qui au final, en fait, moi je me suis rendu compte que finalement, tout est venu au bon moment. Une chose qui m'a aidée là-dessus, c'est une image qu'utilise David Laroche. Alors je ne sais plus si c'est dans son programme que j'ai fait ou dans les vidéos qu'il partage. Il dit... Souvent, en fait, les gens, ils décollent pas dans leur carrière en ligne, par exemple, mais parce qu'ils sont pas forcément prêts à assumer tout ce qui vient avec. C'est-à-dire que souvent, on voit que le positif et on oublie les effets négatifs qu'ils peuvent avoir avec. C'est-à-dire, si je vous reprends un cas plus terre à terre, c'est si moi, j'arrive à éviter l'opération, c'est génial, mais... ça veut dire qu'il faut que je sois prêt à embrasser le fait de m'entraîner toute ma vie, parce qu'à tout moment, ça peut se réouvrir ou se dégrader. C'est-à-dire, je dois m'entraîner toutes les semaines, pas forcément pour le plaisir, mais dans cet objectif de maintenir ma diastasis fermée et mon ventre fonctionnel. Et la question, c'est est-ce que je suis prête à embrasser ça? Donc c'est pareil quand on lance un business, est-ce que je suis prête à assumer tout ce qui vient autour? C'est-à-dire, par exemple, si je veux passer de salarié à entrepreneur, est-ce que je suis prête à assumer les fins de mois difficiles, les mois où il y aura peut-être 0 entrée, etc. Autant le positif que le négatif. Bon, du coup, on a un peu dévié. Mais c'est pareil dans les compromis, en fait. Si on revient sur les compromis, dans le compromis, c'est quoi? C'est quand je fais un compromis, est-ce que je suis prête à embrasser le positif et le négatif? Et si ça ne me convient pas, on peut arrêter le compromis. C'est exactement pareil, en fait. Mais je pense que de dire... Personnellement, je trouve ça... un peu extrémiste, je le mets entre parenthèses, un peu exagéré de dire non, 0 compromis. En tous les cas, moi, ça ne correspond pas à mon système de valeurs morales. Pour le coup, on n'est plus dans les valeurs morales. Ça ne correspond pas à mon référentiel et à mes... puisque je suis la première à faire des compromis. Mais c'est des compromis choisis. C'est des compromis conscientisés. Peut-être que le mot qu'il faudrait dire, c'est conscientiser. Parce que si le compromis, il est conscientisé, il est accepté. Je sais pas si, il me semble, je reprends juste les commentaires, mais je crois que Virginie, elle disait pas ça justement. Elle disait que c'était automatique et qu'on s'en rendait pas compte. C'est ça, c'est l'inverse. Elle disait qu'on s'en rendait pas compte. Et je pense qu'en fait, la clé, c'est le compromis conscientisé. C'est je fais un compromis, mais je suis consciente que je le fais. Je suis OK pour le faire. Et je peux aller plus loin en disant, tiens, de ce compromis-là, qu'est-ce que je vais apprendre? Imaginez le compromis, finalement, vous vous rendez compte qu'il vous saoule. Par exemple, je reprends l'histoire de ma copine qui a déménagé temporairement pour aider un membre de sa famille et qui donc est éloignée de son copain. Le copain, il peut accepter le compromis dans un premier temps et à un moment, ça va plus. Et ben, il aura appris qu'en fait, je sais pas, imaginons, ça fait 2 mois, 3 mois, mettez la période que vous voulez, 2 semaines, 6 mois, 4 jours, on s'en fiche. Quelle que soit la X période, X jours, X semaines, X mois.
et ben il sait que sa limite d'acceptation, si le compromis si il se rend compte qu'il peut plus tenir le compromis, et ben il aura appris que pour l'instant, il peut accepter d'être séparé de sa copine X jours, semaines, mois. Donc au final de ce compromis-là, il aura appris quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc voilà, par exemple, comment on peut ramener au compromis. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires. Si vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre #replay, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à le commenter parce que c'est vraiment une réflexion ouverte et non fermée, dans le sens où c'est juste une réflexion que j'ai eue suite à la vidéo de mon ami qui m'a interpellée, qui m'a fait réfléchir sur est-ce que c'est vrai le zéro compromis. Pour être très honnête, moi le zéro compromis, je le vois comme quelque chose pour le coup de complètement égoïste. Et effectivement, ça ne correspond pas à mes valeurs morales dans ces cas-là. C'est même tout l'opposé de moi. Mais pourquoi pas à la rigueur, si c'est ce dont la personne elle a besoin, ok. Mais ça, par contre, ça va pas être une personne de mon entourage parce que ça correspond pas à ce que moi j'aime, je veux ou mes valeurs tout simplement. Je partage ce que tu dis, voir les opportunités dans notre apprentissage, notre expérience. Exactement. Chaque chose qu'on va faire va nous apporter quelque chose. À nous de voir si on veut voir cet apprentissage-là ou pas. Ce que je vous partageais dans le live d'hier, là j'ai été stressée pendant 2 jours. Et c'est quand j'ai compris ce que j'avais à apprendre de ce stress, que j'ai très bien géré en fait. J'ai changé mon stress pour qu'il impacte positivement ma vie, pour pas le subir. J'ai pas été victime de mon stress. J'ai joué avec pendant 2 jours. Bon, il y a des moments où c'était quand même plus agréable que d'autres, hein, mais j'ai joué avec. Et finalement, c'est quand j'ai compris ce que j'avais à apprendre de ça, hop, il est parti, comme il est venu. Et du coup, c'était génial. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à demain, au plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Je vous rappelle que si vous n'osez pas écrire en commentaire parce que ça vous gêne, parce que c'est public, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, je vous répondrai avec plaisir. Donc les MP, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont les messages privés. Comment as-tu joué avec ton stress ? Alors, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence, Lucie. En fait, pour te donner un exemple, un des moments critiques, ça a été quand j'ai dû promener ma fille de 11h du soir à 1h du soir pour qu'elle soit dehors parce que ça l'aidait à diminuer la douleur. Moi, j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était de me coucher la nuit d'avant. J'avais pas dormi, j'étais épuisée. Et en fait, ce stress, il était lié au fait que j'étais fatiguée et que je voyais que mon corps, il suivait plus. Donc, me balader de 11h à 1h, ça me faisait tout sauf kiffer. Et en fait, je me suis dit, ok, là, t'es stressée, t'es en mode râleuse, victime, etc. Qu'est-ce que t'en fais ? Et je me suis dit, ok, tu choisis quoi là ? Tu choisis le mode victime, râleuse, ou tu choisis de chercher l'apprentissage que tu as à faire. Et à ce moment-là, j'étais absolument pas en état de pas râler. Donc en fait, je me suis dit, ok, je choisis de râler, j'étale mon venin et toute ma mauvaise foi pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'il me faut, 24 heures, c'est pas grave. Et puis je jouais à observer ce qui se passait en moi. C'est-à-dire que c'était très comique, je passais de la colère à la tristesse, à l'ironie, à trouver la situation tellement ridicule que j'en étais à rire parce que j'étais la seule dans la rue avec une poussette. J'ai découvert du coup que j'essaie d'être dans l'instant présent. J'ai vraiment joué, en fait, je me suis dit, ok, très bien, on va faire l'instant présent. Donc j'étais dans l'instant présent dans la rue, je dis génial, je suis dans une ville vide, il n'y a personne. J'ai fait un réel, si tu veux aller voir, Lucie, où je dis celui qui a inventé l'expression dormir comme un bébé. Mes enfants, c'est pas la référence avec un violon, etc. Donc ce matin, j'ai fait une chanson, laissez-moi dormir, laissez-moi travailler. Mais ça m'empêche pas de garder mon énergie. Et finalement, ça m'a donné de l'énergie puisque j'ai fait le réel pendant la balade. Un des réels, je l'ai fait pendant la balade. Mais en fait, je me suis amusée à observer. Et je me suis amusée à accepter qu'à ce moment-là, j'étais dans ce mood-là et c'était ok pour moi. Et juste à accueillir. Et le lendemain, je me suis dit, ok, c'est bon, t'as bien étalé ton venin, t'as bien râlé, t'as bien fait ta mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que quand je dis mauvaise foi, pour que vous compreniez, c'est, il y a qu'à moi que ça arrive, je suis la seule qui dort pas, tout y est passé, c'est pas du juste, c'est toujours moi, enfin moi, etc. Bienvenue de Dream of Lifetime. Et c'était vraiment la mauvaise foi partie. Franchement, je crois que j'y ai mis tout. En fait, ce qui était très drôle, c'est que à ce moment-là, quand j'étais dans le mood ras-le-bol, je crois que j'ai tout mélangé, la mauvaise foi, la colère, le râlage, la victime, j'y ai tout mis. Mais ça m'a fait du bien et c'était ok, et c'était un choix conscient. Parce que du coup,
Ce soir-là, en plus, j'avais fait un live sur tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton attitude face aux événements. Et donc, effectivement, je ne contrôle pas que ma fille dorme ou pas. Ça ne dépend absolument pas de moi. Elle en a rien à foutre que j'ai besoin de dormir ou pas. Par contre, je contrôle comment je réagis face à ça. Et alors, je pensais à Sophie Chag, donc pour ceux qui n'ont pas vu le live, je pensais à Sophie Chag en me disant attends, tu choisis l'amour ou la colère? Alors en fait, je choisis l'amour et la colère. Tu vois, là, c'est pas l'amour ou la colère, c'est l'amour et la colère. Parce que franchement, j'étais vénère. Soyons honnêtes, franchement, j'avais les boules, j'étais dégoûtée. J'étais trop vénère. Et donc du coup, je me suis dit, on va être honnête, on choisit la vénère attitude, c'est tout. Et donc du coup, mais c'était ok, j'avais choisi ça. Et en fait, le fait de choisir ça, ça m'a permis le lendemain de dire, ok, très bien, qu'est-ce que tu as à comprendre, qu'est-ce que tu as à apprendre. Mais pour moi, chercher ce que j'ai à apprendre, c'est un jeu. J'en fais un jeu en fait. Et du coup, c'est plus ludique. Parce que j'aime bien, j'ai l'impression d'être un détective là, comme inspecteur Gadget. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe, docteur? Et de chercher ce que ça vient réveiller, remuer en moi ou ce que j'ai à travailler. Parfois je trouve pas, ou parfois c'est des tiers qui m'aident. Donc j'ai une amie, elle m'a dit quelque chose hier, je dis oh tiens, c'était ça. Et puis du coup ça m'a permis de faire le lien, de faire le tilt, etc. Donc voilà comment j'ai joué avec mon stress. Je ne sais pas Lucie si tu as d'autres questions, Virginie je ne sais pas non plus si tu as d'autres questions. En tous les cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci à tous ceux qui sont passés dans ce live. Et puis, si vous avez plus de questions, je vous rappelle que donc j'ai ouvert un atelier pour le stress qui a lieu lundi à 14h, première séance d'1h30. Et ensuite, l'autre aura lieu le jeudi 14 octobre à 14h, pareil. Et les replays sera accessible. Et quand vous allez sur la page de vente, vous verrez qu'il y a plusieurs offres pour ceux qui souhaiteraient avoir un coaching individuel en plus. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Lucie, tu me dis admirative, un grand bravo Audrey. Ben, merci beaucoup. Et Virginie, non, c'était très enrichissant, merci beaucoup. Et en fait, juste pour finir, je pense que ce qui peut m'aider, c'est que en un an, j'ai eu tellement de nuits, tellement pourraves, tellement pourries, parce que j'ai oublié les nuits où ma fille, elle avait le reflux les 2 premiers mois, qu'en fait, ça en devient tellement énorme que je me dis, vaut mieux en rire, parce que j'ai pas fini, j'ai des jumelles, donc c'est que le début. Donc soit je décide de me pourrir la vie avec ça, soit il y a un moment, je choisis l'attitude, effectivement. Par contre, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Donc voilà, j'ai une copine, elle me disait aujourd'hui, tu fais un atelier sur le stress et tu dis que t'en peux plus. Je dis non, je dis pas que j'en peux plus, je dis juste que j'aimerais dormir plus. Donc tout est une question de perception. Donc voilà, mon devoir de mère me rappelle. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Des bisous!